Bonjour et bienvenue à cette émission d'intérêt public au cours de laquelle Joëlle Monzé, docteur en neurosciences, et moi-même, Martine Laval, nous échangerons et discuterons avec nos invités pour faire tourner le vent sur des sujets qui nous interpellent. Question de s'inspirer simplement, de penser globalement et d'agir localement. Mes invités, Robert Béliveau, médecin à la retraite, Jade Dufort, enseignante en pause et coordonnatrice de projet à l'Institut de l'enfant et de la famille. Effectivement, bonjour. Et Julie Champagne-Grenier, formatrice en communication non violente et guide en focusing. Est-ce que j'ai bien dit tout ça? Oui, bravo! J'ai bien dit tout ça. Bonjour à vous trois! Bonjour. Bonjour Joël! Bonjour Martine, bonjour à vous. Bonjour Joël. Notre sujet aujourd'hui, Joël? La méditation, La méditation. est-ce que c'est une scène pratique ou un acte religieux? Oh! 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 Alors pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, il y avait un centre hospitalier qui souhaitait m'accueillir pour que je puisse donner une formation en neurosciences, parce que je fais beaucoup le lien entre le cerveau et les pratiques cliniques ou les pratiques éducatives quand c'est dans le monde scolaire. Et la haute direction a refusé pendant plusieurs années, parce que je suis trop ésotérique. Oui, je suis ésotérique, je parle d'amour, je parle de la bienveillance. Et c'est assez particulier parce que quand on se rend compte à quel point on ne comprend pas toujours exactement à ce à quoi la méditation peut servir. C'est une pratique ancestrale, on la pratique depuis des millénaires. Elle est présente, oui, dans différentes religions, mais elle s'est popularisée indépendamment en fait, de l'acte religieux. Et Robert a été un des pionniers au Québec à amener justement cette pratique de la méditation pleine conscience. Parfois, on va parler de présence attentive, on va parler de pleine présence, mais comme outil de travail pour mieux gérer le stress et l'anxiété. Alors, quelque part, on vient de passer à travers une crise sanitaire qui nous a fortement bousculés. On a dû s'adapter continuellement à des choses qui étaient contre nature sur le plan social, même si éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, ça se justifie sur le plan virologique. D'accord? Quelque part, c'est à force de s'être suradapté, on en a peut-être perdu l'essentiel de la relation. Et beaucoup de gens vont mal pour l'instant. Beaucoup de gens portent encore les cicatrices de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, je crois, en fait, on va en discuter tous les 5, je crois que la méditation pleine conscience pourrait être une solution qui pourrait les aider. Reprenons donc sur la méditation telle qu'elle était peut-être vue avant. C'était est-ce que c'était un acte religieux, un acte bouddhiste? Ça prenait des positions, ça prenait... Bon, on a ouvert les portes. Et quand je parle de faire tourner le vent sur certains sujets, en voilà bien un, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant ici, avant de tomber vraiment dans la pratique plus populaire, j'aimerais tout de suite toucher avec toi, Robert, qui, justement, comme tu l'as mentionné, il a été le pionnier à entrer ça dans la pratique de la médecine pour aller chercher quoi? Qu'est-ce que la méditation venait apporter à la pratique? Quelque chose d'absolument essentiel. Qui est? Qui s'appelle la capacité d'être présent à ce qui se passe. De ne pas suivre juste l'agenda qu'on porte à l'intérieur de nous, les protocoles, les algorithmes, mais d'être à l'écoute de la personne. En tant que médecin, en tant que parent, en tant que conjoint, conjointe, il n'y a rien de plus, pour moi, puissant et simple. Maintenant, il faut le pratiquer. On devient bon dans ce qu'on pratique, comme je dis souvent. Et puis, la grande difficulté qu'on a eue, évidemment, c'est d'intégrer ça à la science médicale. La science médicale, où c'est le médecin qui prend en charge l'autre personne. Alors que là, dans ce processus-là, c'est le médecin qui descend de son piédestal et puis il invite la personne à activer et actualiser des potentialités humaines universelles. C'est pas particulier à la culture bouddhiste. C'est vraiment des pratiques qui sont là depuis des lustres. On n'a rien inventé.
s'il y a quelque chose qui a été inventé ou mis sur le marché, on dirait, c'est John Kabat-Zinn qui a instauré ça en milieu hospitalier américain, high-tech, il y a une quarantaine d'années. D'ailleurs, c'est un génie, ce gars-là. Il est diplômé, c'est un docteur du MIT en sciences, je pense en biologie moléculaire ou quelque chose du style. Mais il n'a pas pratiqué. Sa pratique, essentiellement, ça a été de mettre ça sur pied parce qu'il a rencontré un maître zen durant ses études au MIT, puis ça l'a frappé comme étant quelque chose qu'il pouvait appliquer. Puis il y avait des amis médecins, et puis qui disaient bien qu'il y a des fois, avec un traitement médical optimal, il ne parvenait pas à arriver au résultat qu'il souhaitait, puis les gens étaient encore désespérés, puis tout ça. Puis il a dit, mais pourquoi je les entraînerais pas? Maintenant, il n'a pas dit, je vais les entraîner en méditation. Il a ouvert une clinique, Stress Reduction. I need that. Tu sais, c'est comme quand tu es malade, là, puis qu'il n'y a rien qui marche, là, tu as besoin de te remettre en selle pour dire, y a-tu des choses que moi, je peux faire? Moi, pas juste comme réceptacle passif d'une intervention experte qui prend souvent la forme d'une pilule, mais dire, est-ce que je peux devenir un participant dans mon processus de guérison? Pas juste un participant, un artisan, le principal artisan de mon processus de guérison. Eh bien là, ça change complètement la donne. Et puis là, il a dit, bon, bien, moi, je suis prêt à entraîner des gens pendant 8 semaines, puis si ça ne fonctionne pas, bien, on fermera boutique. Il y a plus de 700 centres hospitaliers actuellement à travers le monde qui ont intégré ces pratiques-là. Et puis alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Kabat-Zinn, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, je pourrais revenir là-dessus, sur ce qui m'a inspiré, puis incité à l'appliquer d'abord dans ma vie, et ensuite, comment intégrer ça à ma pratique, puis donc mettre un terme à ma pratique traditionnelle pour vouer mon temps à essayer d'activer ça, là, puis d'actualiser chez des gens. Et puis les inviter. Mais moi, je n'ai pas appelé ça la pleine conscience. J'ai changé ça. J'appelais ça comme ça là, au départ, mais j'ai fini par utiliser le mot présence attentive. Ce qui nous met présence attentive à présence soi. attentive, à soi et à ce qu'il y a autour de soi, au contexte dans lequel on baigne, et puis d'être conscient de ce qui se passe d'instant en instant. C'est une qualité d'attention qui fait que la tête, le cœur et le corps sont à la même place, alors que très souvent, le corps est ici puis la tête est ailleurs. Alors, on conduit, puis on est ailleurs, là, puis on conduit souvent sur le pilote automatique. Puis l'idée, c'est pas de réduire tous les automatismes, mais quand il y a quelque chose d'important, d'être vraiment là avec ton patient, avec ton enfant, avec ta conjointe, avec tes amis, d'habiter cet espace-là. Puis c'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'une pratique. Puis je pense qu'on est dans une culture qui est en déficit attentionnel, puis hyperactive. Alors, on a des enfants qui sont traités pour ça, mais c'est toute la culture qui souffre de ça. Alors, il y a des moyens de se libérer puis de vivre de façon plus Autre joyeuse, que la petite pilule. tranquille, en dehors de la pilule, puis en dehors de la technique. Mais tu sais, Robert, bon, on entend mon accent, je ne suis pas né au Québec. J'ai grandi en Belgique, j'ai vécu là-bas pendant 24 ans. Et à la fin de mon adolescence, il y a beaucoup de postes européens qui voulaient pouvoir séquencer les films et les séries par la publicité, comme en Amérique du Nord, alors que ça n'existait pas. Tu vas pouvoir avoir des publicités avant et après, éventuellement, l'activité. Et les études que les gens donnaient déjà fin des années 80, début des années 90, c'est qu'un être humain n'arrive pas à se concentrer plus que 8 minutes. Ce qui justifierait à la rigueur la publicité en tant que telle. Donc, ce n'est pas nouveau le problème d'attention, c'est quelque chose qui était déjà là quand John Kabat-Zinn s'est intéressé au phénomène ou quand Robert l'a ramené au Québec, mais ça s'est amplifié par la complexité de notre société. Ouais. Et plus notre société est complexe, moins les gens arrivent à être présents à ce qui se passe, parce qu'on est continuellement en suradaptation, puis on se perd là-dedans, parce qu'on est déconnecté de notre vie. On aime se distraire. Oui. Et on est attiré, puis on a deux minutes de libre où il n'y a pas de stimulation. On sort notre cell, on a-tu eu Facebook? Tu sais, c'est comme... Alors, ça demande vraiment un autre type d'entraînement, puis de sortir de tous nos automatismes pour reprendre pied dans notre vie, pour la vivre. Tu sais, Thich Nhat Hanh, il dit, le nombre de journées qu'on a à vivre n'est pas si important que ça. Ce qui importe, c'est comment nous les vivons. Es-tu en train de passer à côté de ta vie? Alors, j'ai envie, suite à ce premier souffle, de
d'aller aussi lentement et doucement et de revenir avec ça après toute cette belle mise en scène, cette belle introduction. On est dessus. Alors, après une si douce introduction, notre sujet est d'une grande douceur et d'un grand calme. De toute façon, j'aime bien. J'aimerais faire une différence pour qu'on se situe bien et que nos auditeurs comprennent bien. La méditation pleine conscience, pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça explique quoi, la pleine conscience, quand on médite? Hmm. Moi, je vais laisser la parole à Ben, Sylvie. je te laisserai aller, Julie, dans cette réponse. Ben, je ne peux pas dire que je suis une personne qui a une théorie sur le mot pleine conscience, mais ce que je peux dire sur ma pratique à moi, Oui. c'est d'amener de l'attention à qu'est-ce qui se passe si je pense à la pratique de la communication non violente. Pour moi, c'est qu'est-ce que j'amène dans mon partage relationnel à l'autre. Qu'est-ce que j'amène de moi quand je m'exprime? Est-ce que je suis conscient de mon impact sur l'autre? Est-ce que je suis conscient de comment j'amène mes partages, comment je connecte à ce que je ressens vraiment? Fait que pour moi, la pleine conscience, c'est qu'est-ce que je porte, moi, comme clarté sur qu'est-ce que je veux exprimer, puis comment je me mets en relation à l'autre. Fait qu'il y a comme toute une... Pour moi, la pleine conscience appliquée, c'est qu'est-ce qui est là entre nous, puis qu'est-ce qui m'habite moi. C'est d'avoir cette clarté-là, puis ce désir-là d'être en lien avec ce qui est vrai, authentique. Mais quand on le relie à la méditation comme telle, si je suis... Est-ce que moi, si je fais une méditation avec moi-même, est-ce que automatiquement, c'est le fait de la pleine conscience, c'est l'état dans lequel je me mets pour faire ma méditation? Moi, je vais aller avec des termes neuroscientifiques. On ne pense pas que la conscience est dans les cellules. D'accord? Il y a plein d'animaux qui existent, il y a plein d'animaux qui ont des cerveaux, qui ont différentes aptitudes. On pense en fait que la conscience n'est pas localisée dans un endroit spécifique de notre cerveau, mais émerge du fonctionnement global du cerveau. Après, c'est comme si c'était extramatériel. C'est dans le fonctionnement de toutes les cellules ensemble, c'est matériel, c'est physiologique, mais c'est au-delà de l'aspect physiologique. C'est parce que le tout fonctionne ensemble qu'il y a un degré de conscience. Et parce qu'on a une masse de neurones, il y a des milliards de neurones qui collaborent les unes avec les autres, que la conscience arrive. Ce qui peut expliquer pourquoi, par exemple, un ver de terre ou une pieuvre ou éventuellement d'autres animaux plus rudimentaires que l'être humain n'ont peut-être pas accès à cette forme de conscience-là. Quand on n'est pas bien, quand on est pris par nos émotions divergentes, quand on est pris par un mental qui veut tout le temps compétitionner, qui veut tout le temps essayer de prendre le contrôle sur l'autre, qui n'est pas bien, quand la personne est hyper stressée, en suradaptation, c'est comme si le cerveau fragmente. C'est comme un casse-tête qui tombe à terre et toutes les pièces partent dans tous les sens. Donc, l'expérience de la méditation, c'est de faire en sorte qu'on rattache tous les petits morceaux de casse-tête ensemble et on retrouve en fait l'image qui était dans le puzzle auparavant. Et c'est ça, cette conscience, comme Robert disait tantôt et comme Jade aussi, toi aussi Julie, c'est que quelque part, je suis conscient de tout ce que je vis, chaque partie de mon corps, chaque partie de mes émotions, chaque partie de mes sentiments, mes pensées, elles sont là et je leur donne une direction cohérente avec l'environnement dans lequel je suis. Sinon, j'ai tout le temps l'impression que l'environnement dans lequel je suis est un environnement qui veut me nuire, qui veut me tuer, qui veut me mettre en danger et donc je réagis. On s'entend que si je dois lutter contre des Vikings, c'est pas le moment d'être bienveillant. Je dois me batailler. Donc, à ce moment-là, si je suis en bataille, je vais maximiser mes ressources de combattant. Alors que si je fais une expérience de méditation, puis il y a plein de manières différentes de méditer, mais je retrouve ce tout-là et c'est là que je peux choisir mes actions et je peux choisir d'être bienveillant envers moi-même et envers autrui. D'accord.
Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Joël, parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai décidé de prendre une pause de l'enseignement puis de dire je vais prendre soin de moi. Donc, je me suis dit, cette année, je prends soin de moi, je prends soin de ma famille. Donc là, je suis arrivée à un moment, bon, bien, je vais méditer, tu sais, mais j'y arrivais comme pas, puis ça me parlait pas, puis je savais pas comment le prendre et tout ça. Puis la seule envie que j'avais, c'était de me retrouver en nature, d'aller marcher. C'est là que j'avais envie d'être. C'est là où je me rassemblais. On dirait que je me ressentais dans mon corps, que je me sentais bien. Puis que c'est aussi ça qui me permettait, quand je retournais à la maison avec mes enfants, avec mon conjoint, où là, je sentais qu'il y avait comme la bienveillance et tout l'amour que j'avais qui était comme à nouveau accessible. Donc, des fois, méditer, je trouve que c'est un grand terme, mais ça peut être aussi pour accéder, en fait, à la pleine conscience. Il y a d'autres façons de faire aussi qui peuvent rejoindre les gens. Oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme ce mot méditer-là, pour moi, qui me fait un petit peu peur, que je ne sais pas par quel bout le prendre, mais finalement, je suis capable d'atteindre mon essence intérieure en me disant je suis en forêt. Mais peut-être que c'est une façon de méditer, finalement. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est ça qui est important, que chacun trouve, hein, corrigez-moi, mais que chacun trouve sa façon de méditer. Quand on a, toi, tu es néophyte. Oui, bien en fait, j'expérimente, j'essaie, j'entends, j'écoute, je lis, mais fondamentalement, c'est vrai que la forêt m'appelle, puis que c'est ça, en fait, qui m'appelle. Et je suis semblable à toi parce que, bon, moi, j'ai une activité mentale très, très, très effervescente. Et pour moi, je suis capable de me poser, et je suis capable de méditer. Moi, je l'ai appris d'abord avec le yoga il y a des années, mais à partir de là, j'avais toujours l'impression de dire, oui, bon, il faut sentir sa respiration parce que c'est beaucoup ce qu'on entend. Hein? Alors, peut-être que je vais démystifier des choses ici, mais bon, fixe-toi sur ta respiration, etc., etc. Oui, d'accord, c'est très bien. Puis à un moment donné, soit ça repart ou soit ça fonctionne bien. Mais là où je suis le mieux en méditation, lorsque j'ai découvert qu'on pouvait méditer les yeux ouverts, je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est pour moi. Et c'est en forêt, parce que moi, je suis une personne de forêt aussi, c'est là que je vais me connecter, où là, je me dépose, mais complètement. Et que là, je suis complètement consciente. Et là, je comprends donc la pleine conscience, aussi bien en moi que dans mon aura, de ce qui doit se passer. Et ça, je pense, c'est important d'en parler pour expliquer aux gens que méditer n'est pas simplement ceci, mais que ça peut être simplement de se déposer en soi et de faire une espèce de vide pour refaire le plein. Est-ce que c'est correct de penser comme ça? Moi, il faut réaliser que l'entraînement, hein, parce qu'il s'agit d'un entraînement. Oui. Si tu n'entraînes pas ton esprit, lui, il va t'entraîner. Alors, l'idée, c'est de créer des conditions pour entraîner notre esprit. Entraîner notre esprit à accéder à quelque chose qui s'appelle un peu plus de calme, d'abord et avant tout. Puis pour ça, c'est des exercices qui visent à développer la concentration. Parce que quand on est concentré, mais il y a tout un processus. Il y a donc des pratiques qui sont formelles, il y a des pratiques qui sont informelles. Pratique formelle, c'est l'assise, les yeux fermés ou ouverts, dans une posture qui incarne la dignité, où on porte attention. D'abord et avant tout, moi j'invite les gens à commencer par prendre attention à l'ensemble de leur corps, les sensations, les émotions, s'il y a des émotions, puis des fois on vit des choses qui sont troublantes. Alors, il y a des émotions qui peuvent émerger, puis on n'essaie pas de réprimer ça. On accueille, on ouvre à tout ce qui se manifeste. Les pensées, les émotions, voir le lien entre les émotions puis les pensées. Le corps aussi qui réagit quand il y a des émotions. Il y a des pensées, il y a des émotions. Le corps, il réagit. Des fois, il y a des larmes qui coulent. Regardons ça. Le corps, il manifeste lui aussi à sa manière. Alors, on voit qu'il y a un lien, mais c'est d'abord de générer un peu de calme et puis de revenir à ses sens. Puis quand on est calme, on est plus clairvoyant, on est plus créatif, on est plus compatissant, on est plus disponible à ce qu'il y a autour de nous autres quand on a fait la paix avec ce qui se passe en dedans de nous autres. Si je suis en paix avec mes larmes comme médecin, puis je vois quelqu'un verser des larmes en me racontant quelque chose de troublant pour elle ou pour lui,
ben, je n'irai pas tout de suite, je ne sauterai pas sur le pad de prescription pour y prescrire du Prozac. Là, tu sais. Je vais être capable d'être avec la personne, d'accueillir ses larmes. Puis généralement, quand les gens font ça, faisaient ça dans mon bureau, ils s'excusaient. « Je m'excuse, docteur. » Mm. Je dis « Non, Ouais. vous n'avez surtout pas à vous excuser. » Mais pourquoi vous vous excusez? Mhm. C'est pas mal d'exprimer sa tristesse, ses émotions. Son ressenti. S'il y a quelqu'un qui est là pour les accueillir, et puis des fois, on accueille les larmes de nos enfants qui sont en peine d'amour, nos propres larmes, parce qu'on nous donne nous autres aussi. Alors, il y a là quelque chose, il y a une pratique de bienveillance, d'accueil, d'écoute. Mais moi, la première chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à méditer, c'est à quel point j'étais un control freak. Non, mais tu sais, ils me disent, porte attention à ton souffle. Mais quand je commençais à porter attention à mon souffle, est-ce que je respire bien, Ah assez oui, c'est ça. profondément? Faut-tu respirer par le nez ou par la bouche? Faut-tu inspirer par le nez puis expirer par la bouche? Mon mental s'agitait. Ouais. Je Ouais. dis, garde-moi donc le jeu. Et c'est ce qui décourage beaucoup les gens dans des situations Comment? pareilles. C'est ce qui décourage beaucoup les gens quand ils essaient de pratiquer Mais c'est- la c'est- méditation, parce que c'est comme s'il y avait la technique ou la manière de faire. Il y a comme une pression à méditer alors que tu veux Mais prendre soin de attention. toi. Ce qui est merveilleux, c'est de prendre note. Tu peux pas changer quelque chose tant que tu n'en es pas conscient. Exactement. Si tu dis, garde-moi donc ça, garde-moi donc aller. Prendre un peu d'autre. Méchant malade. Tu sais, c'est comme... Oui, on se découvre beaucoup à travers la Ah, méditation. ben oui, D'ailleurs, puis c'est un pas fait. toujours joyeux, là, tu Non, sais. c'est Puis, pas toujours tu sais, c'est joyeux. comme... Mais c'est on pour ça que le réalise- mental veut nous faire fuir, c'est parce que c'est pas joyeux. Tu sais, notre mental, il veut nous protéger coûte que coûte. Donc, tout ce qui est désagréable, la culpabilité, la colère, ceci, cela, le malaise, J'ai pas envie d'être là. on veut échapper à ça. Donc, le mental, nous, hey, tu veux échapper à ça? Je vais t'occuper, mon ami. Viens-t'en. Mais Mais on c'est ça va- qui est intéressant. C'est on focalise sur le souffle, mais l'esprit vient se manifester. Puis là, tu l'entends se manifester, Oui. tu t'en prends conscience et tu ramènes gentiment, doucement ton attention. Et c'est ça, méditer. C'est pas arriver à ne plus penser. Il y a bien des gens qui vont dire, non, tu vas continuer à penser, mais moins. Mais un peu moins. Je dis, le cœur, Différemment. il bat. Mhm. Tu peux réduire un peu le rythme cardiaque. D'ailleurs, ça baisse la tension artérielle, ça réduit le rythme cardiaque, ça diminue la consommation d'oxygène. Ça a tout été mesuré, tout ça. Là. Et puis, mais le cœur, il bat pareil. L'esprit, ça pense par définition. Tu sais, un esprit, ça fabrique, c'est comme une fabrique de pasta. Tu sais, ça fabrique des pastas. Mais là, un peu moins. Tu sais, juste un peu moins parce qu'on prend conscience, on essaie de focaliser notre attention sur un phénomène naturel, banal et pourtant vital, le souffle. Ben, c'est C'est réconfortant miraculeux. de vous entendre, Robert, parce que justement, on est supposé ne plus penser, ne Ah, plus non, réfléchir, puis on se dit, ben, ça y est, je suis complètement à côté de mes pompes, donc ben, j'arrête, puis je continue. On prend une pause. Donc, où tout cela nous mène après s'être posé, après avoir compris les bienfaits et le bien-être que peut nous apporter cette pratique, parce que c'est une pratique, ça ne se fait pas tout seul du jour au lendemain, ça nous fait rebondir sur le focusing dont Julie va nous parler. Oui, bien, c'est sûr, moi, c'est une de mes passions. C'est je dirais, une application très concrète de pleine conscience, méditation, mais qui est vraiment une habileté d'écoute intérieure. Donc, c'est vraiment d'incarner cette posture-là de témoin envers mon monde intérieur. Fait que oui, à méditer, je dirais que une session de focusing, c'est d'abord s'ancrer, d'abord respirer, reconnaître tout ce qui sont mes sensations physiques. Puis ensuite, c'est rentrer en relation. Fait qu'il y a une étape peut-être supplémentaire dans le focusing qui se distingue un peu de la qu'est-ce que tu méditation. appelles rentrer en relation? C'est ça, c'est que du moment où
dans l'espace de silence, OK, dans lequel je rentre en écoutant à l'intérieur de moi, il se met à avoir des voix qui me parlent, des voix que j'entends, des sensations physiques qui attirent mon attention. Donc, du moment où ça se produit, je vais rentrer comme en conversation, si on peut dire, dans une posture vraiment d'écoute, curieuse, aimante et témoin. Donc, je vais, par exemple, saluer mon mal d'épaule, la sensation qui est là. Donc, je vais être constamment dans cette, mettons, demi-heure-là où je me donne cette pratique-là, curieuse de qu'est-ce que ça me dit, ça? Qu'est-ce que ça ressent? Pas seulement, ah, je vois que tu es là, douleur dans l'épaule. On va aller un petit peu plus loin. Donc, c'est une écoute approfondie. Donc, je vais être curieuse de voir s'il y a une émotion. Je vais être curieuse de voir si ça a un point de vue, si ça a quelque chose que ça tient comme expérience retenue. Tu sais, tantôt, tu parlais d'expériences refoulées. Il y a beaucoup de choses dans notre corps qui sont des expériences refoulées. Donc, à ce moment-là, quand je donne la parole, souvent, j'utilise cette symbolique-là, je donne le micro à une partie de moi pendant cette période-là pour entendre, pour que ça puisse C'est ça ventiler. que tu appelles les voix tantôt. Oui, c'est ça. Ventiler dans un espace sécuritaire où est-ce que je suis dans une intention d'écoute sans croire et m'identifier. Il y a un terme qu'on utilise, c'est l'identification. C'est que parfois, on vit dans la vie de tous les jours avec un haut niveau d'identification. J'ai une douleur là, ça a un point de vue sur « c'est lourd en ce moment, ma vie. » Donc, je vois la vie à travers « c'est lourd ». Il y a juste ça qui se passe dans mon expérience. Quand je suis en pratique de focusing, c'est que je vais être témoin, je vais être ancrée dans ce qui, en moi, écoute ça. Comme un peu un thérapeute ou quelqu'un qui va m'écouter à l'extérieur, je vais l'incarner à l'intérieur de moi, excusez le micro, pour moi-même. Donc, je vais avoir cette écoute-là impartiale, sans préférence. Parce que du moment où on se met à écouter, en général, une partie, il y en a un autre qui se lève, Moi aussi, j'ai qui est mal. comme « Non, non, t'es forte, t'es capable, arrête, là. » Ah. On est capable de passer à travers ça. Fait que souvent, il va y avoir une autre voix qui a complètement un autre point de vue. C'est souvent en polarité. Donc, de juste être témoin à l'intérieur, à l'écoute, ça nous fait voir beaucoup de choses sur nos valeurs, nos émotions. Puis de faire ce temps-là d'écoute de soi, c'est, comme tu disais, une saine pratique de vie parce que les émotions ont un espace sécuritaire pendant cette période de temps-là. Puis, parfois, il y a des solutions créatives qui émergent, qui sont un nouveau chemin, qui ne sont pas ni ce point de vue-là, ni celle-là, qui est une autre émergence créative que je n'avais pas pensée. Puis souvent, ça vient de par le fait de calmer un peu, calmer l'agitation, calmer l'émotionnel. Il y a autre chose qui se passe. Puis parfois, il n'y a rien qui se passe comme solution créative, mais je finis ma session, je reprends ma vie de tous les jours, puis je suis dégagée. Fait que j'ai accès à plus mes ressources, puis à d'autres choses qui vont se produire, ou est-ce que ça va être naturel, que je vais me remettre en mouvement sans nécessairement avoir à penser, me motiver, me coacher. T'sais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec me pousser à faire quelque chose. Moi, ça ne marche pas, me donner Bon, ben, juste... ça tombe bien, moi, C'est oui. ça. Moi, je passe plus par aller écouter à l'intérieur, apaiser, puis ensuite, l'émergence revient. Fait que je dirais que ce qui fait que j'ai adopté cette pratique-là. Puis ton mal d'épaule, qu'est-ce qui arrive avec? Bien, du fait que j'ai écouté souvent, pour moi, ça s'apaise. C'est sûr que des fois, on a une douleur physique, on a besoin de soins, là, d'acupuncture ou d'un traitement. Ou... Ça n'empêche pas ça au niveau physique, mais d'aller écouter toutes les subtilités, ça va amener énormément de clés. OK, parce que je vais juste aller là parce que, bon, moi, je suis en douleur de mes sciatiques en ce moment. Oui. Alors, ça me parle beaucoup, justement. Et puis, si je regarde la raison psychosomatique pour laquelle mon corps m'aurait envoyé ce mal, c'est pour me faire réaliser si ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, en focusing sur mon mal, et que j'accueillerais ce mal-là, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus, fait que il est bienvenu, sauf que j'ai hâte que ça se dissipe. Ouais. Est-ce que ce serait à ce moment-là de regarder ça, bon, ben de l'accueillir, et est-ce que ça apaiserait quelque part
un malaise, une douleur ou quelque chose que je vais chercher en dedans de moi ou auquel je provoque ce mal-là. Je me suis pas fait mal, là. Je ne suis pas Ouais. tombée, j'ai pas glissé. Boum! Bien, il y a plusieurs niveaux là, dans ta question. Oui, C'est super oui. intéressant. Oui. La partie de toi qui a hâte que ça l'arrête, c'est d'être Ben oui, témoin, parce que ça m'empêche de donner une forme d'écoute à cette partie-là. Parce que Oui. tant qu'elle est là puis elle veut que ça soit réglé, Ah. il y a un défi. Tu n'es pas pleinement disponible à l'autre partie qui a des choses à dire. Puis pour moi, une douleur physique, c'est avoir une relation. Fait que c'est pas vite, je rentre à l'intérieur pour me libérer, c'est une intention. C'est quel genre de relation je veux avec moi-même. Fait que, tu sais, il y a l'aspect intentionnel qui est très important pour voir est-ce que je rentre à l'intérieur dans cet espace-là pour vite régler quelque chose ou juste pour avoir une relation d'ouverture, une relation aimante, bienveillante, pour être avec ce qui est vrai de mon expérience. Puis, Puis est-ce que la douleur peut être bienvenue ou ce qui est souffrant, ce que souvent on ne veut pas voir de nous, tu sais, et il y a beaucoup de niveaux, là. On va C'est- faire c'est- un petit Ça bout de t'éclaire chemin un ensemble, peu. puis on en parlera du résultat. Ce qui est fascinant, c'est Oui. moi j'entends ce que tu dis. Oui, Pour moi, ça aussi, j'entends. correspond tout à fait à ce qu'on fait et à ce qu'on Mhm. pratique Mhm. aussi en méditation de pleine Mhm. conscience. Tu sais, c'est pas juste s'asseoir. Tu sais, on fait tu sais, un scan corporel. On pratique une tonne de choses. Mhm. C'est pas juste jouer avec le mental, là, Mhm. tu sais, mais c'est d'être présent au corps. Puis on commence d'abord par le corps. Systématiquement, Mhm. c'est le corps. À travers les mouvements, la marche méditative, il y a une tonne de pratiques Mhm. qui sont accessibles puis qui conviennent mieux à certaines personnes, à certaines situations données. Puis on apprend comment appliquer ça, mais il faut avoir un large répertoire de stratégies Mhm. pour Exactement. venir en contact. Et puis, essentiellement, on va apprendre qu'on a du pouvoir sur une tonne d'affaires. Ben, Absolument. c'est ça que j'ai envie de dire. On dirait que ça nous redonne le pouvoir. voilà. Alors qu'on est tellement dans le bien-être qui vient de l'extérieur, puis là qu'on peut revenir à soi, Oui. puis qu'on a tout ça en nous, c'est comme une révélation. Puis Mais c'est quelque chose quand même de réaliser ça, qu'on oui, avait tout ça en nous, puis que là, on réalise que... on l'avait toujours, puis Ouais. on vient pratiquer. Mhm. Tu sais, par exemple, nous autres, on faisait ça au centre épique, là, dans un espace tranquille. Mais à côté de notre espace tranquille, il y avait des gens, des fois, qui venaient après je ne sais pas quoi, des exercices, une partie de badminton, qui venaient jaser, qui riaient, qui rigolaient. Et puis, ils venaient, ils riaient, ils rigolaient. Moi, j'étais en paix avec le fait qu'ils soient là, qu'ils rigolent. Puis il y en a d'autres. Comment tu veux te méditer avec ces bruits-là? Là? Tu comprends? Puis je disais, ce qui est important, c'est pas le bruit, c'est ta relation au bruit. Est-ce que tout le monde était dérangé de la même manière face au bruit? Non, pas moi. Pas moi, pas moi. Ah, regardons ça, tu as un choix. Il y a le bruit, puis il y a ta relation, puis il y a ta réaction. Alors, c'est intéressant. C'est là, c'est à travers une expérience. C'est pas des affaires juste, à travers une expérience directe. Garde-moi donc ça. Puis es-tu toujours comme ça, irritable par rapport, ou il y a des fois tu es irritable, des fois tu ne l'es pas. Fait que ça vient te parler aussi des conditions dans lesquelles tu vis. Des fois, tu as rencontré des famille, choses là, difficiles. quelque part, tu sais, C'est- Robert vient de l'expliquer par rapport au bruit, mais on peut avoir une lésion. Donc peut-être C'est la que même rendu là où tu es dans ta douleur, il y a une lésion qui est présente, mais c'est comment tu vas gérer ta lésion. Il y a des aspects que Robert peut faire comme médecin pour travailler sur la lésion, et il y a peut-être une intervention médicale qui doit se faire, et il y a la manière dont on va réagir par rapport à la lésion qui peut amplifier ou diminuer éventuellement les tensions que ça peut occasionner. Et si on peut améliorer justement notre relation à la douleur et l'utiliser d'une manière plus saine et sereine, à ce moment-là, il y aura encore de la douleur, mais elle sera gérable. Donc, on va être moins agressif, moins impatient, moins reproché aux autres, on va se sentir moins victime. Et c'est là que la relation à la vie en elle-même va changer. Donc, il faut vraiment voir ça comme un tout, tu sais. Et c'est là qu'on travaille beaucoup plus en synergie avec toutes les ressources que l'on peut avoir. Et qu'on n'a pas encore, mais qui sont là. Mhm. Ils sont toujours là, Ils accessibles. ne sont pas nécessairement Et c'est concentrés. d'être présent à son expérience. Hein? C'est un peu ce que tu dis. Ben, en c'est toute faut la pousser. connaissance de soi que ça Voilà. donne et la responsabilité de s'observer et voir quel choix que je fais dans ma vie, comment je m'aligne, comment je suis en cohérence, tout ça, puis toutes les ressources. Et c'est miraculeux. Et c'est miraculeux. Ouais, Bien.
Mais écoute, Julie, est-ce que c'est possible qu'on puisse quand même se figer dans une posture de victime, même quand on médite? Bien, moi, dans ma pratique, j'ai conscientisé en dedans de moi qu'il y a des parts de moi, des parties de moi, pas toutes moi, mais par moment, je peux tomber dans un drame. Je peux avoir vécu quelque chose qui me met tout de suite en position de blâme, critique de l'autre, critique de la vie, de la société. J'ai fait le choix à un moment donné de transformer ces discours-là intérieurs. C'est beaucoup à travers justement la communication non violente, où est-ce que le travail de Marshall Rosenberg, une partie de son travail, c'est comment connecter, comprendre les parties de nous qui s'expriment de cette façon-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est comme une façon tragique à l'intérieur de critiquer, blâmer, de parler de nous. Fait que tout ce retour-là à la responsabilité, c'est OK, quand je pointe à l'extérieur, puis oui, on peut en vivre des choses qui sont dramatiques dans notre vie, qui ont été causées par des gestes ou des circonstances extérieures, mais comment je les vis, comment moi j'accueille, puis je me mets en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va faire toute une différence. Si je reste toute ma vie avec l'histoire que j'ai pas de pouvoir là-dessus, on m'a fait ça, on m'a fait ci, au lieu d'aller voir comment je me sens. Quand ça dit ça, comment je me sens à l'intérieur, puis ça parle de quoi dans qu'est-ce que j'aimerais cultiver, qu'est-ce que j'aimerais valoriser, qu'est-ce que j'aimerais vivre. Donc là, on touche à l'empuissancement à un autre niveau à ce moment-là, de pouvoir créer notre vie autrement, changer les circonstances de notre vie, changer le parcours, la direction, D'où tout le avec un concept choix de conscient. responsabilisation. Exact, On c'est se ça. responsabilise. Il peut y avoir des choses qui sont vraiment désagréables à l'extérieur de nous, sur lesquelles on n'a probablement aucun contrôle, et on a le choix, on laisse toute la place à ça, où on se dit, OK, je reviens à moi, je sors de ma posture de victime, je dis, comment est-ce que je peux devenir actif et acteur dans ce que je vis? Qu'est-ce que je fais avec ça que je dois finalement? comprendre? Oui, exact. Oui, puis comment moi je fais ça, en tout cas à l'intérieur de moi, c'est avoir d'abord un intérêt, une curiosité d'être en lien avec cette partie-là de moi. Parce que si elle sort, puis je la vois qu'elle parle, tu sais, à un moment donné, sur ce chemin-là, c'est que tu te vois, après un souper, hey, j'étais complètement dans ce discours-là, par exemple, qui blâme telle personne. Bon, je m'en rends compte, c'était pas ma préférence, mais oui, j'ai blâmé. Là, c'est un indicateur que ça a besoin de mon attention. C'est comme ça que moi, je le vis. À ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça veut me dire, comment ça se sent, triste, désemparé, tanné, à bout, parce que ça l'aimerait vivre quoi? OK, de la collaboration, du sport, de l'entraide, de la chaleur humaine. Bon, tout dépendant de ce que la partie de moi disait. Mais c'est pas quelque chose de mental et intellectuel. C'est un processus qui va me prendre 5, 10, 15, 20 minutes, mais où je vais faire cette traduction-là consciente. Puis après ça, bien, ça me met en relation différente avec les autres selon ce que je veux exprimer. Si je veux tenir à ce lien-là, je peux faire une expression authentique de ce qui est vraiment là pour moi ou sinon, juste pour moi-même, me mettre en action d'un autre lieu. Et je trouve ça fascinant, ce que tu dis. Puis c'est tout à fait le travail qu'on est appelé à faire. C'est pas un travail, c'est une exploration. Exact. L'exploration, qu'est-ce qui est touché chez moi? Puis comment je parviens à transformer ça. Tu sais, il y a une capacité fabuleuse de transformation, mais ça passe toujours par la conscience. Exact. Puis la conscience, ça vient des fois des émotions, des fois, elle vient du corps, le corps qui traduit. Moi, je dis souvent, la tête, elle peut nous jouer des tours, mais le corps, lui, là, il dit vrai. Alors, c'est fascinant. Donc, écouter, puis savoir décoder un petit peu mieux. Puis l'objectif, de façon ultime, pour moi, c'est d'être un meilleur humain. Ouais. Un humain plus agréable à côtoyer. Tant pour toi que les autres. Oui, mais oui. Être d'abord un bon... Être bien dans soi. Un bon parent pour soi. Moi, je dis souvent, C'est le vrai. premier travail, c'est de devenir un bon parent pour soi. C'est de dire, qu'est-ce qu'un bon parent me dirait si mon enfant ou qu'est-ce que je souhaiterais qu'on me dise? Bien, dis-toi-le. Tu sais. Apprends à partir de ça. Tout est occasion d'apprendre puis d'intégrer.
puis apprendre à lâcher prise sur des choses qui nous échappent, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir une fois que tu as une conscience, puis tu n'es pas trop habité par la colère, l'indignation, la charge émotive. Là, tu peux arriver avec ce qui s'est passé, puis reprendre quelque chose qui t'a abîmé un peu, qui a abîmé un peu la relation, qui a créé un nœud dans la relation. Tu veux pas ça, tu veux que ça... Mais, Jacques Salomé disait, tout ce qui est vivant... il disait ça, c'était pas très joli, mais chie. Finit par chier, hein? Ça chie. Fait qu'il faut que tu ramones la tuyauterie une fois de temps en temps. La tuyauterie relationnelle, il faut la ramoner. Hein? Il faut prendre soin pour que le courant passe. Mais pour que le courant passe, il faut en prendre soin du lien, de la relation. Être capable de parler à mon bout de la relation. Voilà ce qui se passe quand tu dis telle affaire. Alors, tu es factuel, mais tu n'es pas dans le jugement de l'autre. Tu parles de qu'est-ce qui se passe à mon bout, puis ce que tu souhaites. Hein, alors, la conscience sans jugement, être connecté avec le besoin, faire une demande ouverte et négociable. Et, tout ça vont faire en sorte que nos relations vont s'embellir. Exactement. Et c'est ça le but ultime, parce qu'on est des êtres de relations. On va bien quand nos relations vont bien. Moi, je dis, le but de la méditation, c'est pas de méditer, c'est d'être peut-être quelqu'un qui passe une vie dans laquelle il y a plus de joie que de peine, il y a plus d'amour que de haine. Il faut en faire l'expérience. Pendant plusieurs années, j'ai cherché à méditer un peu ce que tu racontais tantôt, Jade. Tu sais, à gauche, à droite, moi, je suis plus quelqu'un d'action. Donc, je me dis, rester 20 minutes en position lotus, ça ne me correspond pas. Oui, mais donc, OK, je cherche, je fais plein d'expériences et tout ça. Et ce qui a complètement changé la donne pour moi, le jour de mes 35 ans, j'habitais à cette époque-là à Saint-Sauveur. C'est le plein d'hiver, on est le 5 février. Je descends vers Montréal, j'ai ma grande amie qui m'attend pour fêter mon anniversaire. Je m'arrête, pour ceux qui connaissent la région, à la Porte du Nord, parce que les 10 premiers kilomètres que j'ai faits, il y a un peu trop de glace sur mes vitres et mon pare-brise est trop froid pour pouvoir vraiment l'éliminer, donc je l'enlève, d'accord? Je reprends la route. J'ai probablement roulé sur quelque chose à la halte routière. Et 3 kilomètres plus loin, j'ai mon pneu avant droit qui explose. Il a neigé la veille, avec les avantages et les inconvénients. Ma voiture part en toupie. Et ce jour-là, à ce moment-là, je suis persuadé que je meurs dans les secondes qui suivent. Et j'ai ressenti un degré d'amour et de bienveillance pour moi, de lâcher prise totale. OK, c'est le moment. C'est là que ça se passe. Et on va passer là. Finalement, la voiture, elle tourne, toupie. Elle va frapper l'arrière de la voiture. L'arrière de la voiture va frapper le bas-côté de la route. Les barrières de... Je suis motif. Va frapper, en fait, le parapet. Et là, je fais 4 tonneaux. Ah oui? Et comme la veille, il a neigé, il y a une superbe couche de neige. Amortissement. La voiture était complètement détruite et moi, j'avais rien. J'ai perdu connaissance, on s'entend, parce que ça a vraiment été très, très rapide. Mais par la suite, par des exercices de méditation, par des exercices de pleine présence, je suis allé rechercher ce moment-là. Ce qui fait que quand je rencontre, par exemple, j'accompagne des patients qui vivent des choses difficiles ou moi-même, je vis des choses qui sont difficiles, je peux me laisser embarquer partout où je ramène ce moment-là, d'accord, pour être témoin des émotions, témoin de mes colères, témoin de mes frustrations, témoin de ce qui ne devrait pas se passer mais qui se passe. Mais l'expérience a tellement été puissante dans le lâcher-prise et la bienveillance envers moi que je peux m'y accrocher. Alors aujourd'hui, j'ai plus besoin, non, c'est certain, je vous raconte l'expérience pour l'instant, je revois ce que j'ai vécu, mais dans le jour, au quotidien, j'ai pas besoin de me rappeler mon accident. J'ai une mémoire dans ma conscience d'avoir vécu ça. Et c'est ça que la pratique de la méditation peut faire. Toi, tu le vis dans le bois, donc tu le disais aussi pour toi, c'est que si vous vous émerveillez en montagne, si vous vous émerveillez à voir des enfants, si vous vous émerveillez à voir un arbre ou à aller donner un câlin à un arbre, ou que vous êtes en position lotus et que vous vivez un moment d'extase, waouh! C'est cette expérience-là qui fait en sorte que quand après on est en relation et qu'il y a par exemple une dispute dans un couple avec un collègue, avec un enfant qui se désorganise et on voudrait donc que la crise s'arrête, OK, on se remet dans cette posture-là, on retrouve notre cohérence, on retrouve notre bienveillance
et on arrive à être dans la communication non violente. Mhm. C'est naturel, c'est l'émergence, c'est comme la gratitude. Ça devient Pratique. une façon d'être. Mhm. Tu sais, tu manges en pleine conscience, c'est, tu savoures, tu dégustes, Mhm. tu remplis pas le trou. Mhm. Tu sais, c'est comme, tu es conscient qu'il y a du monde qui ont travaillé fort pour mettre ça en face de toi. Mhm. Puis il y a une gratitude immédiate qui apparaît. C'est le fruit d'une pratique. Ouais. Tu sais, c'est juste une pratique très simple, mais qui vient imprégner tout le reste de ta vie. Tu fais la vaisselle en étant présent à l'odeur, à la texture tu sais, au mouvement que tu fais, à la température de l'eau. Tout devient, tu sais, Thich Nhat Hanh, il dit, l'important, c'est d'être présent à tout ce qu'on fait. Quelle que soit la tâche que vous effectuez, faites-la lentement, tranquillement, avec Une société l'attention où qu'elle... tout va vite. Et justement, Av- Robert, faites-la lentement. Lentement. Soyez conscient. Tranquillement. Oui. Ça, c'est un bien-être à soi parce que je vous entends tous parler de tout ce que ça apporte dans nos communications avec l'autre. Moi, ce qui résonne en moi, dans ma tête, c'est en ce moment, avec ce qu'on raconte, oui, mais communication avec soi aussi. Puis j'aimerais bien qu'on y revienne. Ce qui me vient en tête après toutes ces belles interventions, on parle beaucoup, évidemment, ça rassemble beaucoup nos relations avec l'autre, etc. Moi, ce qui parle en moi présentement, c'est la relation avec moi, avec mon mal, ce que la méditation fait. Je sais que c'est pas pour rien là, que mes sciatiques sont attaqués. Là. C'est comme Martiane, assieds-toi, arrête de courir, arrête de... Je comprends tout ça. Je fais l'exercice et depuis 1 mois et demi que je roule là-dedans, bien sûr, il y a des jours ça va mieux, j'ai trouvé des petites recettes de confort, etc. Mais si on transpose ça au mal intérieur de tous et chacun en dedans, entre autres de nos enfants, parce que ce que je trouve beau dans la méditation et ce que je salue grandement, c'est d'avoir fait rentrer la méditation, la pratique de la méditation avec les enfants. TDAH, bon, tous ceux qui sont diagnostiqués, etc. Pourtant, quand on les assoit, quand on les fait revenir à eux-mêmes, ou seulement parlez-en, vous savez où est-ce que je veux m'en venir, vive la pratique avec les enfants. Je trouve que c'est un plus avec les ados, avec tout le monde, avec nous-mêmes, mais allons vers les enfants. Bien, en fait, c'est parti d'une expérience comme enseignante. J'ai eu la chance de collaborer avec cette magnifique maman et femme qui était la maman d'une de mes élèves en classe. Puis j'avais une classe assez difficile où on pouvait parler de problèmes de comportement, mais on avait quelque chose à faire, là, clairement. Puis elle est arrivée avec tout plein de... le concept de la communication non violente que j'avais jamais entendu. Donc, elle m'a instruit un peu dans ce sens-là. Puis ça m'a servi, en fait, quand on est revenu en septembre avec la COVID, toute la situation de pandémie. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais accueillir mes élèves dans toute cette situation-là? Puis comment est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi aussi? Parce que ça me stressait, ça m'angoissait aussi de dire, OK, comment je vais composer avec ces enfants-là? Je savais que j'avais des enfants aussi qui s'en venaient dans ma classe que c'est parfois difficile pour eux aussi. Donc, j'ai pris le temps de les accueillir, juste les accueillir le matin, de les ressentir. Puis, on s'est offert beaucoup de temps en matinée. Tu sais, j'ai expérimenté là, la pleine conscience, puis les accueillir, se ressentir, nommer aussi des choses. On a essayé la méditation aussi avec de la petite musique, juste d'essayer de se retrouver dans notre corps. Ils s'assoyaient, puis essayer de comprendre comment ils se sentaient ce matin. Des fois, j'envoyais des petits garçons qui étaient plus agités, juste venir m'asseoir derrière, le masser un peu les épaules, de respirer avec eux. J'étais vraiment dans l'expérience, là, mais je sentais que ça faisait vraiment une différence. Prendre le temps d'aller marcher aussi le long de la rivière, j'ai eu cette chance-là.
puis de leur C'est dire, toute une médecine oui, naturelle. j'ai vu, De leur nourrir l'être. de nourrir Pas l'être. seulement les savoir-faire, les savoirs théoriques, mais Oui, nourrir l'être, puis en même temps, ben j'avais cette c'est ça. pression-là de dire qu'il faut faire des apprentissages, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je mette la table sur quelque chose Les qui rendre était plus disponibles. profond, Moi, c'est oui. ça que je vois, que quand on nourrit Exactement. l'empathie, tu sais, on nourrit la conscience de comment on interagit, est-ce qu'on est dans une posture, tu sais, comme enseignante, et surtout dans une posture d'éducatrice, là, d'amener des connaissances, des apprentissages, mais je considère tellement que tu as un rôle privilégié dans une classe, puis c'est ça que j'ai eu la chance de voir. ça Mais déjà, nourrit tu as ces beaucoup de qualités-là choses. comme personne, Ouais. mais le fait d'axer sur l'écoute et l'empathie. On n'a pas nommé ce mot-là, l'empathie, mais pour moi, c'est une extension de la présence attentive, d'être là avec ce que moi je vis et là avec ce que toi tu vis, Oui. puis quel genre d'habileté on peut développer quand, exemple, est-ce qu'on peut observer des comportements au lieu de tout de suite les évaluer? Parce que l'enfant, il ressent aussitôt qu'on est un jugement, il y a une fermeture dans un enfant. Fait que du moment où ça, en classe, on commence déjà à juste travailler là-dessus, OK, J'ai vu mon Dieu, ça a été magnifique. Ça a transformé ma façon d'enseigner puis de Mais voir où les choses. on va avec tout ça, Ouais. Julie, dans la communication non violente? Ouais. Amène-nous là. oui, ben écoute, c'est un ensemble de pratiques. C'est très, très vaste comme champ de connaissances et c'est un paquet de savoir-faire et savoir-être pour nourrir une intention de bienveillance et de pleine présence en relation. Fait que c'est vraiment des pratiques d'autocompassion. Ce mot-là, il est plus connu. Nous, on appelle ça auto-empathie. Fait que tout ce que je nommais tantôt, Envers traduire les voix à l'intérieur de moi ou toutes les pulsions que je pourrais avoir d'être en réaction ou de maintenir une énergie de conflit. Comment je peux connecter à ce que ça veut dire de moi, de mes besoins, puis comment je peux l'affirmer d'une autre façon, plus claire, faire des demandes, être plus authentique. Mais ça demande une volonté, des fois, d'être vulnérable. Parce que des fois, on a une image, on a une carapace dans la société où est-ce qu'on ne veut pas montrer qu'on est en lien avec une valeur ou un besoin qui peut être plus tendre que qu'est-ce que la culture dans laquelle on vit rend facile à communiquer. C'est Ça, tourné c'est avec vers soi. Non, il y a les deux. Ah, OK. Fait qu'il y a toutes les habiletés. Je pourrais élaborer, mais ça serait un peu long. Mais On va déjà, faire notre observer versus interpréter et juger, ça en est une. Ensuite, connecter à comment je me sens. Souvent, on va mettre des jugements ou des interprétations de comment je me sens. Je me sens rejetée, je me sens tassée, je me sens critiquée. C'est pas un vrai sentiment. C'est un faux sentiment, par exemple. Fait qu'on va développer un vocabulaire qu'il vient plus de authentique. l'extérieur? Oui, parce que je blâme l'autre. Fait que là, ça, déjà de pratiquer ça comme parent, Oui. de dire, là, je me sens pas écoutée. Au lieu de dire, juste là, je suis déçue là, de notre interaction. J'aimerais ça pouvoir te communiquer quelque chose. Juste dire mon intention, dire ce que je veux vivre, au lieu de blâmer. C'est beaucoup. Ça, c'est juste, mais il y a une panoplie d'habiletés comme ça pour incarner l'authenticité, la bienveillance, puis comment je reçois, toi, ton intensité. Fait que du moment qu'on est en société, en collectivité, puis que d'autres gens n'ont pas tous ces repères-là, qu'est-ce que tu fais? Quand une personne te croise dans la rue, puis bon, ben, il y a toutes sortes de façons. C'est-à-dire, comment je choisis d'accueillir ton message. Est-ce que je me connecte à toi dans l'essence de ce que tu veux me dire derrière ta manière maladroite de me tasser, de me juger? Je sais qu'au fond, c'est qu'il y a peut-être, moi, ce que je me dis, c'est mon discours que j'ai appris avec ça, c'est tu n'as pas une mauvaise intention nécessairement. C'est que tu n'as pas nécessairement les moyens de me dire ce que tu veux vraiment avec des mots qui sont faciles à comprendre. Proprement. Oui. Fait que c'est comme, OK, je peux me relier à toi, aux besoins que toi, tu tentes tragiquement là, de vouloir vivre à travers les gestes. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant, parce que j'ai donné il y a quelques mois une formation à des policiers, à des sergents de police de la ville de Montréal, en utilisant ces principes-là pour désamorcer en fait une crise. Donc quand il devait intervenir sur une manifestation ou quand quelqu'un est en train de se désorganiser, on peut y aller en viking et vouloir imposer sa force, ce à quoi c'est un réflexe tout à fait normal qu'un policier pourrait avoir s'il a peur qu'on attente à sa vie ou s'il a peur que ça dégénère et que ça attente à la vie de quelqu'un d'autre, où on utilise cette forme d'intervention où, énergétiquement,
ça change la dynamique. Donc, si le Complètement, policier exact. se met dans une posture de compassion, dans une posture de bienveillance, il peut désamorcer éventuellement, pas à 100%, mais il peut au moins réduire l'intensité de la personne qui est en face, et donc ça réduit le risque de désorganisation totale. Et si on pouvait changer notre manière de fonctionner, même dans des situations de conflit intense, puis je vois Robert qui approuve Quel de la travail, tête, on quel changerait travail. complètement notre société. Oui. Tout ça, à l'origine de tout ça, il y a la C'est peur. beau, Hein? hein? Ouais. Mhm. La peur, puis la réponse habituelle, la réaction naturelle par rapport à la peur, c'est le contrôle. Mhm. C'est le contrôle. Puis le Ah. contrôle, si on est en position d'autorité, c'est d'abuser de notre contrôle pour réprimer. Puis là, il y a une réaction. Puis il y a une... C'est Il de faut être choisir autre conscient de chose. comment j'agis là-dedans. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir, le feu ou la paix? Tu sais, Ouais. C'est l'intention. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que Oui, tu dis. puis C'est quoi mon intention? à la dans- base de comment tu te sens quand tu entres en lien. Tu comprends? C'est pour ça que la pratique formelle est si précieuse aussi, parce que tu peux avoir cette intention-là, mais si tu n'appliques pas le moyen, c'est commencer par soi, générer à l'intérieur de soi un peu de paix, de tranquillité, de calme, d'ouverture, qui va nous mener à la compréhension, naturellement. Autrement que par le peur, puis le pouvoir, puis le contrôle. Puis... Alors, quand on est présent à ce que les enfants vivent, parce qu'on le sait que les enfants manquent de moyens, manquent de mots, ils ont le corps pour manifester, mais le corps, là, on leur dit de rester assis, là, puis d'écouter. Mais à l'intérieur d'eux autres, là, il y a quelque chose qui bouge, puis ils n'ont pas encore les mots. Mais tu sais, juste d'avoir une enseignante qui est tranquille, qui est calme, qui est acceptante. Accueillante. Mais qui est présente, parce qu'il ne faut Et pas qui qu'elle aide soit à mettre des dissociée. mots aussi. Tu sais, c'est vraiment dans la présence de l'enseignant, oui. dans la force de la bienveillance, Oh oui, que là, ça va venir calmer le groupe. tout à fait. Puis Connect. donner des moyens aux enfants aussi, puis les rendre. Toi, on a fait ça, Chantal et moi, ma conjointe et moi, dans une classe aussi. Puis on avait apporté une cloche de pleine conscience, hein, une cloche. Et puis à chaque jour, on avait donné cet outil-là à l'enseignante. À chaque jour, mettre un enfant responsable de la cloche. Puis quand l'enfant sentait que l'énergie devenait pas tellement propice à la concentration et aux apprentissages, l'enfant qui était mandaté devait aller prendre la cloche et puis donner un coup sur la cloche. Wou, 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 wou. Puis là, les enfants avaient toutes la même consigne. On se ferme les yeux, on reprend contact avec notre souffle, on écoute le son et notre souffle. Puis il y avait 2 à 3 fois qui pouvaient, pas plus que 3 fois par jour. Et puis, chaque jour, il y avait, puis c'était pas au mérite, chaque enfant, même les tannants, même les agités, avaient aussi cette consigne-là. Donc, ils étaient responsables, eux autres aussi, de ramener le silence. Tu comprends? Elle dit, j'ai pas eu de discipline à faire de l'année. Des fois, c'est des choses très simples, accessibles, où tu les rends responsables eux-mêmes de ça. C'est formidable. Des Malheureusement, on va devoir se quitter sur ces belles paroles. Sentez-vous le vent tourner. Merci à mes invités. Merci Julie. Merci d'avoir été là. Merci Jade. Ça me fait plaisir. Merci. Merci Robert. Un vrai plaisir. Nous avons été enrichis vraiment de vos expériences. Merci Joël, encore une Merci fois, à toi, de Martine. mettre des sujets pareils sur le plateau pour le bien-être de tous. Et à la prochaine. Au prochain On va devoir revenir là-dessus. Oui, oui.